travaillez bien, vous êtes compétent, vous êtes autonome, vous obtenez de bons résultats et pourtant, au lieu de recevoir uniquement de la reconnaissance, vous commencez à sentir quelque chose d'un peu étrange. Des conversations s'arrêtent lorsque vous arrivez, certains regards changent, vos réussites sont minimisées, vos idées sont parfois reprises par d'autres et vous comprenez que le problème, ce n'est pas que vous faites quelque chose de mal. C'est peut-être justement le fait que vous faites certaines choses un peu trop bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître la jalousie et la rivalité au travail, pourquoi certaines personnes vivent votre compétence comme une menace, et surtout, comment réagir sans vous effacer, ni passer votre vie à vous battre. Vous sentez que l'on parle derrière votre dos. Le premier signe est souvent difficile à expliquer parce qu'il repose sur un ressenti. Vous arrivez dans une pièce, une conversation s'arrête. Des personnes très agréables, individuellement, deviennent beaucoup plus froides lorsqu'elles sont en groupe. Certaines remarques vous reviennent par l'intermédiaire d'un autre collègue. Vous découvrez que des choses ont été dites sur vous, mais jamais directement devant vous. Évidemment, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Une conversation qui s'arrête une fois ne signifie rien. Mais lorsqu'un changement de comportement devient régulier, que plusieurs personnes semblent partager une opinion que personne ne vous a exprimée clairement, il y a souvent quelque chose qui circule en arrière-plan. Il y a aussi tous les signaux non-verbaux, les regards échangés quand vous prenez la parole, les petits sourires un peu ironiques, les soupirs, les interruptions, les personnes qui lèvent les yeux au ciel ou qui se regardent comme si vous veniez de dire quelque chose de ridicule. Et puis il y a les attaques un peu ambiguës, une remarque présentée comme une plaisanterie, une question posée devant tout le monde, non pas pour comprendre, mais pour essayer de vous mettre en difficulté. Le principe est simple, la remarque doit être assez agressive pour vous atteindre, mais assez floue pour que vous paraissiez susceptible si vous réagissez. Un comportement passif-agressif typique. On vous attaque, puis on vous explique que vous n'avez pas d'humour. Un autre signe très fréquent, c'est l'impossibilité pour certaines personnes de reconnaître clairement votre réussite. Vous obtenez un bon résultat, mais vous avez eu de la chance. Vous remportez un contrat, mais le client était déjà presque convaincu. Vous terminez un projet compliqué, mais finalement, ce projet n'était peut-être pas si difficile. Votre travail n'est jamais totalement mauvais. Ce serait trop évident. Il est simplement toujours moins impressionnant qu'il en a l'air. La personne jalouse ne peut pas forcément empêcher votre réussite. En revanche, elle peut essayer d'empêcher qu'elle soit reconnue comme une véritable réussite. Certaines personnes vont encore plus loin. Elles ne se contentent pas de réduire votre lumière, elles essayent même de la récupérer. Vous proposez une idée en réunion, elle provoque peu de réactions. 10 minutes plus tard, un collègue la reformule presque à l'identique, avec un peu plus d'assurance et soudain, tout le monde trouve l'idée excellente. Ou alors, une personne se place systématiquement sur les projets les plus visibles, prend la parole avant vous face au manager et va présenter un résultat collectif comme si elle en était le principal moteur. Elle s'attribue tous les lauriers. Certaines personnes ne veulent pas seulement réussir, elles veulent être identifiées comme la personne qui réussit. Et la réussite de quelqu'un d'autre devient donc un problème de visibilité. Mais la jalousie ne concerne pas uniquement les résultats. Votre indépendance peut elle aussi déranger. Vous travaillez facilement seul, vous ne demandez pas constamment l'autorisation, vous ne participez pas à tous les clans, vous ne passez pas votre temps à flatter le manager, vous avez peut-être vos propres contacts, votre propre manière de travailler et une certaine liberté de parole. Autrement dit, vous êtes un peu un électron libre. Et dans certaines équipes, l'électron libre est mal perçu. Pas parce qu'il travaille mal, mais parce qu'il est difficile à contrôler. Il n'a pas besoin du groupe pour exister. Il ne participe pas forcément aux échanges de services, aux loyautés implicites et aux petits jeux politiques. Votre autonomie peut être alors décrite comme de l'arrogance, votre franchise comme un manque d'esprit d'équipe, et votre capacité à avancer seul comme une volonté de vous mettre en avant. Alors pourquoi certaines personnes cherchent ainsi à vous éteindre ? Le premier mécanisme est ce qu'on appelle la comparaison sociale. On évalue en partie notre propre valeur en nous comparant aux autres. Mais nous ne nous comparons pas principalement à des personnes très éloignées de nous. On se compare surtout à celles qui nous ressemblent, un collègue du même âge, du même service, du même niveau hiérarchique, quelqu'un qui avait au départ les mêmes possibilités que nous. Si cette personne progresse plus vite, obtient davantage de reconnaissance ou semble plus compétente, sa réussite peut vite devenir une sorte de miroir. Elle ne montre pas seulement ce qu'elle a réussi, elle nous rappelle parfois ce que nous n'avons pas fait, ce que nous avons abandonné ou ce que nous aurions aimé devenir. C'est pour cela que la réussite d'un collègue proche peut parfois être plus difficile encore à supporter que celle d'un dirigeant très éloigné. La pensée implicite derrière tout ça, c'est pourquoi lui et pas moi. Le deuxième mécanisme à l'œuvre derrière tout cela est une menace sur l'identité ou le statut.
Dans une équipe, chacun finit souvent par occuper un rôle. Il y a l'expert, le meilleur commercial, le créatif, le bras droit du manager, celui qui connaît tous les dossiers, la personne un peu indispensable. Et quand un nouveau collaborateur arrive avec beaucoup de compétences, il ne menace pas uniquement une promotion ou une prime. Il menace parfois le rôle sur lequel une personne a construit toute son identité professionnelle. Imaginons quelqu'un qui est considéré depuis 10 ans comme l'expert du service. Une nouvelle personne arrive, maîtrise mieux certains outils, commence rapidement à être sollicité. Le premier salarié ne se demande pas seulement s'il va perdre des missions, il peut aussi se demander si je ne suis plus l'expert, quelle est encore ma place ici ? À quoi est-ce que je vais servir ? Et certaines réactions jalouses viennent précisément de cette peur. Lorsqu'une personne se sent menacée, elle peut essayer de restaurer son ego. Et si elle ne veut pas augmenter immédiatement sa propre valeur, elle peut tenter de diminuer la vôtre. Si votre travail est difficile à critiquer, elle va critiquer votre personnalité. Vous n'êtes plus compétent, vous êtes prétentieux. Vous n'êtes plus autonome, vous êtes individualiste. Vous n'êtes plus apprécié par la direction, vous êtes favorisé. Vous n'avez pas confiance en vous, vous cherchez plutôt à écraser les autres. C'est très pratique parce que cela permet de transformer vos qualités en défauts. Votre réussite n'est plus liée à votre travail, elle devient le résultat d'un privilège, d'un comportement un peu douteux ou d'un manque de modestie. Et la personne peut alors se sentir à nouveau moralement supérieure. Il faut aussi comprendre qu'un groupe peut aussi protéger son propre équilibre. Une équipe possède ses habitudes, ses lenteurs, ses alliances et toutes ses règles qui ne se disent pas forcément. Si vous arrivez avec une autre façon de faire, même sans vouloir critiquer qui que ce soit, vous pouvez déranger cet équilibre. Une personne qui travaille très vite peut révéler la lenteur du groupe. Une personne qui ose parler peut révéler le silence des autres. Une personne qui ne participe pas au clan peut rappeler que ces clans existent. Vous n'avez donc pas nécessairement mal agi, mais votre manière de travailler remet peut-être en cause un fonctionnement que tout le monde avait fini par considérer comme normal. Alors comment réagir sans vous diminuer ? La première erreur serait de commencer à vous effacer. Vous savez, parler moins, cacher un peu vos compétences, refuser les projets visibles, ou faire semblant de ne pas savoir ou vous excuser presque d'obtenir de bons résultats. Cela peut réduire temporairement les tensions, mais le prix est très élevé. Vous finissez par ralentir votre propre progression pour rassurer des personnes qui ne seront peut-être jamais réellement rassurées. Le problème est profondément ancré en eux. La solution n'est pas de devenir non plus arrogant, ou de chercher constamment la lumière. Elle consiste à rester compétent, accessible et collectif, sans faire semblant d'être moins bon que ce que vous n'êtes. Vous n'avez pas à devenir plus petit pour que les autres se sentent plus grands. Ensuite, il faut aussi protéger votre travail de manière très concrète. Formaliser les décisions importantes, envoyer des comptes rendus, garder les différentes versions des documents, clarifier exactement qui fait quoi, et puis communiquer avec les personnes concernées. Ne laissez pas toujours quelqu'un d'autre raconter votre travail à votre place. Ce n'est pas une question de vanité, c'est une question de traçabilité. Par exemple, après une réunion, un simple message peut suffire. Vous ne dénoncez personne, vous ne créez aucun conflit, mais il devient beaucoup plus difficile, quelques jours plus tard, de réécrire complètement l'histoire. La visibilité professionnelle est aussi une protection. Face aux attaques ambiguës, le plus efficace est rarement de s'énerver. Demandez plutôt à la personne de préciser « Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?» ou « Sur quel élément concret est-ce que vous vous appuyez ?» Ou encore, si le comportement se répète, c'est la 3e fois que ma contribution est présentée de cette manière, j'aimerais comprendre pourquoi. Les attaques indirectes fonctionnent parce qu'elles restent floues. Lorsque vous demandez à la personne d'assumer clairement ce qu'elle vient de dire, elle perd souvent une grande partie de son avantage. Vous ne l'agressez même pas, vous l'obligez simplement à sortir du sous-entendu. Il faut aussi arrêter de vouloir convaincre tout le monde que vous êtes une bonne personne. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre vie, de vous montrer encore plus gentil, ou de surinvestir une relation pour prouver que vous n'êtes pas une menace. Certaines rivalités ne se règlent pas avec davantage de gentillesse, parce que le problème n'est pas votre comportement. Le problème, c'est ce que votre présence représente pour l'autre. Maintenez une relation correcte, professionnelle, cordiale et factuelle. Évitez de gaspiller énormément d'énergie à rechercher l'approbation de quelqu'un qui a en fait tout intérêt à vous diminuer. Enfin, posez-vous une question importante. Est-ce que le problème vient d'une personne ou de l'ensemble du système ? Si le manager encourage la compétition, protège toujours le même clan, ignore les attaques, valorise les comportements politiques et sanctionne dès que vous faites preuve d'indépendance, le problème dépasse largement une simple rivalité. Vous pouvez apprendre à gérer une personne jalouse.
Mais il vous sera beaucoup plus difficile de réussir durablement dans une culture d'entreprise qui protège les jaloux et demande aux personnes compétentes de se faire plus petites. À un moment, il faut aussi décider si cet environnement mérite encore votre énergie. La jalousie professionnelle ne vient donc pas toujours de ce que vous faites mal. Elle peut apparaître parce que vous êtes compétent, visible, autonome ou simplement difficile à contrôler. La solution n'est donc ni de devenir paranoïaque, ni de vous effacer. Il faut comprendre les mécanismes, protéger votre travail, poser des limites et choisir avec attention les personnes auxquelles vous accordez votre confiance. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur le management, les relations professionnelles, la psychologie au travail, mais aussi le business et l'intelligence artificielle, vous pouvez vous abonner à la chaîne et retrouver également dans la description mes livres consacrés au management, au charisme et au développement personnel.